de quoi rêves-tu? De quoi rêves-tu? Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 8 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 21e épisode, nous avons la chance d'accueillir des candidats citoyens qui se présentent aux législatives de ce week-end et du week-end prochain, législatives 2022. On a la chance d'avoir Jean-Pierre, d'avoir Sophie, une autre Sophie, Christophe, Vartan, Pascal et Éléonore. Merci à vous sept d'être présents. On va donc vous donner la parole à chacun d'entre vous ce soir avec 5 questions. Vous allez pouvoir nous partager pourquoi ces candidatures pour l'élection législative 2022. Pour introduire très rapidement, pour moi, vos candidatures valident le rejet des partis politiques par les électeurs. Et donc, c'est de nombreux candidats citoyens qui se lancent pour les élections législatives à venir du 12 et du 19 juin. Vous vous inscrivez dans le sillage des mouvements citoyens qui se sont intensifiés ces dernières années et en proposant notamment d'associer les électeurs à leur prise de décision. Vous, candidats, souhaitez faire de la politique autrement. Donc, je vous appelle candidat citoyen, ça me tient à cœur. Vous pourrez peut-être confirmer ou infirmer cette dénomination. Vous tentez de toutes les manières possibles de vous mettre en place pour législative et donc de vous présenter, ce qui est le cas. Vous avez réussi à franchir toutes les étapes administratives, mais malheureusement, il y a de nombreux rouages électoraux, des complexités administratives, des freins financiers ou encore le mur médiatique, évidemment, qui sont des obstacles qui sont difficilement surmontables. Malgré ces difficultés, à chaque élection, vous êtes de plus en plus nombreux, les candidats citoyens, à tenter l'aventure, car vous êtes conscients que pour pallier à la déception et même à la défiance des Français à l'égard des institutions, il faut réinventer la démocratie en remettant le citoyen au cœur de la cité et de la gouvernance. Le phénomène témoigne d'un désir de changement profond et unanime, la volonté de redonner au peuple sa souveraineté légitime. Une autre exigence commune vous caractérise, en tout cas je pense que c'est le cas, vous me confirmerez ou pas aussi au cours de l'échange, c'est le fait d'éviter, vous vous mettez des garde-fous pour ne pas retomber dans les travers que vous dénoncez. Pour vous, candidats citoyens, vous vous positionnez au-dessus et au-delà des partis traditionnels et c'est pour vous, je pense, un préalable au contrôle citoyen. Vous êtes convaincus de la nécessité d'un renouvellement du personnel politique car les électeurs sont fatigués des professionnels de la politique qui restent là pendant des décennies. Les parlementaires actuels ne sont pas représentatifs de la société civile, on le voit tous, et ils ne font rien pour limiter leur mandat dans le temps ou pour donner une place substantielle aux citoyens avec des outils comme le référendum d'initiative citoyenne. Nous avons donc la chance d'accueillir ce soir 7 candidats citoyens qui viennent des 4 coins de la France, de tout parcours, de tout âge, de toute origine, et qui sont engagés dans différents collectifs ou sans étiquette pour certains, pour porter des candidatures porteuses d'espoir pour construire un nouveau paradigme politique. Merci à vous d'être présents ce soir. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique. Et donc, on va partager cette soirée en 5 temps, 5 questions qui seront les mêmes pour chacun d'entre vous. Vous aurez environ une vingtaine de minutes par personne. J'essaierai, en même temps de l'animation, faire un peu le chronomètre pour équilibrer à peu près les temps de parole. On n'est pas à la minute près. Et donc, merci beaucoup à vous de prendre ce temps. Et déjà, bravo d'avoir pris ce temps en amont depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, j'imagine, pour pouvoir présenter ces candidatures parce qu'on sait que tout est fait pour éviter que les citoyens soient trop partie prenante de l'échiquier politique, d'où aussi des modalités administratives, des complexités financières, comme je le citais dans l'introduction. Le monde est clos comme une orange, faites que quelque chose change. Donc, je vais suivre tout simplement le sens de l'écran, pas de favoritisme. Et donc, on va commencer par Jean-Pierre Carsalade, voilà, qui nous vient du 31. Donc, bonjour Jean-Pierre, bienvenue à toi, merci d'être là. Et ma première question, c'est peux-tu te présenter en quelques mots, nous rappeler pour quel mouvement tu es actif, d'où tu viens, et peut-être quelques éléments clés de ton parcours qui permettront d'expliquer déjà ta présentation aussi rapidement, même si évidemment, dans un second temps, on reviendra sur les motivations, sur les engagements. Voilà, donc peux-tu te présenter en quelques mots, je t'en prie Jean-Pierre. Ok, merci Akina et j'en profite également pour te remercier pour ton initiative qui est fort agréable et je partage la majorité des propos que tu as tenus jusqu'ici. Mais on aura l'occasion d'aller un petit peu plus avant. Donc, alors pour ma part, je fais partie d'un collectif de citoyens apartisans. Apartisans, ça veut dire sans parti, et plus exactement, qui croient que les partis sont aussi la cause des difficultés que nous vivons. Alors, ce mouvement s'appelle Gouvernance partagée France.
Il a été créé fin 2021. C'est encore un petit mouvement. Il y a plusieurs dizaines de personnes dans plusieurs départements français. Alors, c'est un mouvement, pour faire rapide, qui est résolu à agir dans l'intérêt supérieur du peuple souverain via la promotion de deux types d'outils que sont la démocratie directe, on reviendra là-dessus, et la gouvernance partagée. Et j'espère qu'on aura le temps également de préciser un peu tout ça. Alors, plus personnellement, pour on va dire ma trajectoire ou mon profil, c'est 63 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié. Alors, je suis plutôt en fin de carrière, hein. Ça se voit à mes cheveux blancs. Alors, j'ai été cadre dirigeant dans de grandes sociétés, donc je connais très bien les grandes sociétés du CAC 40. Et j'étais moi-même chef d'entreprise dans ce qu'on appelle la high-tech, c'est-à-dire l'informatique, l'électronique, hein. Alors, aujourd'hui, je donne encore quelques activités de conseil et de formation, notamment dans le secteur du management et de l'intelligence collective. Donc, j'aide les gens à travailler ensemble ou à manager différemment. Et notamment, j'interviens assez très régulièrement et significativement dans un MBA à Toulouse. Je ne le nommerai pas parce que je ne veux pas faire de la publicité. Et donc, juste pour expliquer pourquoi aussi l'intérêt, peut-être une particularité intéressante de mon parcours, c'est que dès 1999, j'ai assisté à la prise du pouvoir progressive de la finance dans les entreprises de toute taille. Et donc, alors qu'on avait encore à l'époque des entreprises qui écoutaient les collaborateurs, les idées, etc., on a vu une transformation dans une structure très pyramidale où il ne s'agissait plus que d'exécuter des injonctions émanant des niveaux supérieurs au détriment des besoins, des savoir-faire et des solutions du terrain. Donc vous comprenez pourquoi je dis ça, c'est parce que pour moi, c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui dans la société civile, que ce soit les partis politiques, le secteur public, tout vient d'en haut. Et il faut exécuter. Voilà, nous sommes devenus, comme disent certains analystes, les nouveaux esclaves. Bon, voilà, je m'arrête là parce qu'on aura d'autres moments pour aller un petit peu plus loin sur tous ces thèmes. Mais voilà en quelques mots qui je suis. Au printemps, de quoi rêves-tu? Ta couleur de l'espérance. Donc, je suis Vartan Carnier, j'ai 54 ans et je me présente à la 8 Rhône. Et j'ai réalisé aussi un projet d'intelligence collective. Et je suis bien sûr gouvernance partagée France. Et je complète bien sûr donc les propos de Jean-Pierre, qu'il a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la mise en place d'une vraie démocratie et nous visons une réappropriation par le peuple souverain de la République et ainsi son droit de direction comme de contrôle à l'égard des institutions. Et j'ai participé aussi sous une liste citoyenne aussi à l'époque, l'année dernière. Quand je dis à l'époque, ça remonte à 1 an. Et j'avais rencontré aussi certains collègues de un autre monde. Bon, moi j'étais sous Union Essentielle pour Occitanie, Union Essentielle Occitanie, dont notamment que parlait tout à l'heure Isabelle. Voilà, donc j'ai eu une petite expérience et c'était historique parce qu'il y avait quand même 7 listes citoyennes. C'était énorme, ça s'était jamais vu donc en France. Et là, je suis ravi qu'il y ait tout un tas de citoyens qui prennent les responsabilités et puis aussi donc bien sûr sans étiquette et complètement apartisans. Et on devient adulte et on va essayer de faire devenir adulte de plus en plus de personnes avec nous pour être responsable et puis pour avancer et pouvoir bien travailler ensemble. Voilà. Se battent dans la rue ou qu'on y danse. Au printemps. Voilà, donc je vous propose ces 2 questions. Qu'est-ce qui motive ta candidature aux législatives, Jean-Pierre? Et quels sont tes engagements de candidat? Et vous pouvez dépasser un peu vu qu'on a fusionné les 2 questions. Et moi, je continue la prise de notes des temps pour éviter d'avoir trop de disparités dans les temps de parole. Jean-Pierre, c'est à toi. Ok, merci. Du coup, je me rends compte, j'ai oublié de dire, comme quoi c'est pas très important pour moi dans quelle circonscription je me présente. Bon, pour être au même niveau que tout le monde, je suis dans la 4e circonscription de la Haute-Garonne. Et comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas la prétention d'être élu. Et ce n'est pas du tout pour ça que je me suis présenté, mais au contraire pour faire connaître que des personnes comme toutes celles présentes ici se redressent, se lèvent et disent
faut que ça change, les enfants, il faut que ça change. Bon, ça, j'en profite pour quand même rétablir un peu la complétude de ma présentation. Et je passe maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui motive ma candidature? Alors, je vais rentrer un peu dans les détails parce que je pense que c'est important de comprendre ce par quoi je suis passé. Je vous fais les grandes dates. Moi, le premier événement qui m'a perturbé, c'est la signature du traité de Lisbonne en 2008. Vous vous rappelez, c'était 3 ans après le non-citoyen référendaire de 2005 contre l'établissement d'une constitution européenne. Et le petit zébulon de l'époque, Sarkozy, n'a eu aucun scrupule à faire voter finalement un oui, alors que le peuple français avait dit non, alors que toute la propagande pour le oui avait été énorme. Alors, depuis, j'ai envie de dire, force est de constater que ça ne fait qu'empirer, et tout particulièrement avec ce dernier quinquennat où on a véritablement le sentiment qu'on se fout de notre tête. Par moments, on trouve ça tellement absurde d'ailleurs qu'on se dit non, c'est pas possible. Là, j'ai pris un coup, j'ai dû prendre une mauvaise drogue. Non, 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 c'est que ils font ce qu'ils veulent, ils suivent des idéologies bien précises qui ne servent aucunement les intérêts du peuple, mais plutôt des intérêts d'une petite poignée d'individus, ce qu'on appelle les plutocrates, là, les oligarques richissimes. Et du coup, qu'est-ce qu'on vit? Quelque chose d'hyper centralisé. Je fais référence à moi ce que j'avais vécu dans le privé. C'est devenu très opaque. Il y a un état d'urgence permanent, conseil de défense. Il faudra attendre 50 ans pour savoir ce qui s'est dit dans ce conseil de défense. Les citoyens. Alors, j'ai espéré que les institutions représentatives, nos députés, sénateurs, restaient un contre-pouvoir au profit des citoyens. Quelle naïveté de ma part, puisque rien n'en a été, ils se sont foutus de nous aussi. Je vous passe tous les allers-retours, tous les échanges avec le Conseil, l'Assemblée nationale, Sénat, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. On s'est tous, je pense, arraché les cheveux. On se dit non, mais vraiment, on est dans un vrai absurdistan, comme le terme a été évoqué. Donc après, je me suis dit, bon, ok, maintenant on a des corps de métier suspendus sans salaire parce qu'ils ont refusé un vaccin. Bon, les syndicats, on va les voir dans les manifs. Non, 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 même pas. Alors après, quand on cherche, on comprend ce qui se passe, qu'ils sont tous financés par la même oligarchie organisée, là, notamment c'est l'Union européenne qui paie tous les syndicats. Donc on se dit, mais qui va nous aider? Et on se rend vite compte que c'est fini. Plus personne dans le système actuel n'est là pour aider les citoyens. Donc on devient des esclaves modernes, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a donc une caste de supra-riches qui pilote tout le monde, y compris Macron, bien entendu. Bon, je pense que ce diagnostic, il est partagé de plus en plus par des citoyens, pas tout le monde, mais ça commence quand même à se réveiller. Et c'est vrai que la crise Covid, même s'elle a eu des côtés tout à fait délétères, on reviendra peut-être là-dessus, elle a au moins eu l'intérêt d'être un grand révélateur pour faire comprendre déjà à une bonne partie de la population qu'il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien autour de nous. Et on en arrive, ça a été dit tout à l'heure, on perd toutes nos libertés. Moi, j'étais complètement affolé quand j'entendais notre gouvernement, et Macron le premier, dire les devoirs avant les droits. Vous voyez ? Après, perte de notre dignité, on perd un emploi parce qu'on n'accepte pas de se faire vacciner. Mais c'est quoi cette folie dans laquelle on vit? On peut aller plus loin, il y a un socle de valeurs communes millénaires, mais ils sont en train de tout déchirer avec leur cancel culture, leur wokisme, les LGBT, etc. Donc, ils sont en train de tout foutre par terre parce qu'ils veulent détruire un monde pour reconstruire le leur. Donc la situation est quand même grave. C'est un peu le constat que je fais. On pourrait même rajouter les problèmes liés à la propriété privée, du Klaus Schwab dire vous n'aurez plus rien mais vous serez heureux. Le crédit social à la chinoise avec reconnaissance faciale, etc., etc. Donc on a basculé dans un monde complètement fou
et avec le sentiment que ces gens-là, de toute façon, ne s'arrêteront pas. Alors, c'est plus qu'un sentiment, on reviendra peut-être là-dessus, il y a de très bons analystes qui expliquent qu'on a vraiment basculé dans un système totalitaire et que ces gens-là utilisent des techniques de système totalitaire. Bon, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Je voulais juste aussi indiquer, pour terminer, sur le pourquoi je suis là, pourquoi je me présente, pourquoi on travaille avec mes amis sur une autre façon de gérer la démocratie, d'imaginer notre démocratie. C'est aussi toute la maltraitance qu'on a reçue au-delà de ces pertes de liberté progressive. Bon, bien entendu, je ne reviendrai pas sur les histoires de pseudo-vaccins et de ces grands coups de canif au code de Nuremberg. Pourtant, après les nazis, on pensait qu'on ne pourrait pas rentrer dans un truc comme ça. Et bien si, on est rentré. Également, la répression insupportable vis-à-vis des Gilets jaunes. Plus récemment, des jeunes et familles gazées sans raison, qu'on a vu à travers dans les manifs, et un drapeau français jeté à terre par des policiers. Enfin, on est dans un monde qui est devenu complètement fou. Et je terminerai par également tout ce qui est en train de se passer sur le tissu social, puisque cette plutocratie aussi n'a qu'une envie aussi, c'est de faire disparaître toutes les petites et moyennes entreprises. Le Covid a été une aubaine, la gestion du Covid, puisque pour eux, la gestion du Covid et les confinements successifs ont permis de tuer un nombre de petites et moyennes entreprises très considérable, et c'est devenu dramatique. Donc voilà, j'étais un petit peu plus long que tout à l'heure. C'est voilà pour expliquer j'ai véritablement un ras-le-bol. Je suis touché au plus profond de mon être par tout ce qui est en train de se passer. Et j'ai vraiment pas envie de laisser un monde tel qu'il nous le prépare à mes enfants et à mes petits-enfants, puisque pour info, je suis aussi grand-père depuis peu. Donc, ça ne fait qu'accélérer mon envie aussi de combattre. Alors, donc du coup, alors la troisième question, Akina, je suis désolé, je suis un mauvais élève. C'était quoi la troisième question? C'était quels sont tes engagements de candidat? Alors, tu es déjà à 7 minutes, donc, mais il te reste 1 minute sur la question d'avant, donc il te reste, on va dire, 2 minutes ou un peu plus, si tu veux, mais tu auras encore 2 autres temps avant la fin de l'émission. Ok, très bien. Voilà, alors mes engagements de candidat, ils partent déjà d'un principe que nous a enseigné Einstein, qui a dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Donc moi, Einstein, c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc j'ai tendance à l'écouter. Et du coup, je me dis, on va se débrouiller sans tous les gens qui nous ont amenés dans cette impasse. Et donc les gens qui ne nous ont pas amenés dans cette impasse, c'est tous qui ne sont pas dans des partis, tous qui ne sont pas dans la politique et tous ceux qui ne nous gouvernent pas, c'est-à-dire les citoyens. Et donc maintenant, nous devons nous persuader qu'il est possible pour le peuple de reprendre ses moyens pour se réconcilier en tant que nation et de redevenir une entité capable elle-même d'éradiquer tout ce qui se passe de mal dans nos sociétés. Donc voilà, donc du coup, moi, mon engagement, c'est de tout remodeler. Alors, ça va se faire progressivement, mais c'est remodeler les institutions, les mandats, donner un libre accès à tous les citoyens sur l'ensemble des sujets majeurs. Et parce que je fais vite, donc nous travaillons sur sur une panoplie d'outils, parce que moi, ça, je l'ai beaucoup vécu notamment dans les entreprises et dans toutes mes actions de conseil. Faire travailler les gens ensemble, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et donc, pour faire travailler les gens ensemble, il faut des outils, il faut des méthodes. Et donc, nous travaillons avec tous mes amis, tous les citoyens dans notre collectif sur la réflexion, sur à la fois des outils dits de gouvernance partagée, c'est-à-dire c'est le comment on décide et comment on fait ensemble, et ensuite sur des schémas possibles de démocratie directe. Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà quelques initiatives qui ont été menées, qui ont été pensées.
Alors, on peut penser aux travaux de Valérie Bugeaud, qui travaille sur le révolu droit, qui fait une refondation juridique de la démocratie. On peut penser aussi à la peuplarchie, qui a été écrit aussi par des penseurs du côté de Perpignan, la démosophie, écrite par quelqu'un qui s'appelle Éric Fiori, qui est un résistant dans l'âme, et également quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la sociocratie populaire française, qui rassemble plus de 15 000 adhérents et qui réfléchissent depuis plus de 10 ans à refondre ces institutions. Donc, je suis bien entendu, notre mouvement est bien entendu en relation avec eux. Et c'est vraiment très intéressant de voir que c'est possible. Maintenant, il faut s'éduquer. Donc, mon engagement, c'est d'apporter et d'aider les citoyens à comprendre comment on peut travailler ensemble et comment on peut réussir dans ce travail ensemble. Et ça, je peux vous dire que c'est pas le plus facile. Donc, c'est ça, notre objectif au niveau du mouvement, c'est apporter des outils, instruire, éduquer, etc. Voilà. De quoi rêves-tu? Point levé des vieilles batailles. Et qui sait pour qu'elles se maillent quand la grève épouse la rue? Pas les murailles, pas les murailles. On va continuer avec Vartan. Si tu m'entends, tu as coupé ta caméra. Je t'en prie, c'est à toi, Vartan. Pense à bien ouvrir ton micro. Merci. Ok, merci beaucoup. Et donc, ta question, c'était effectivement, donc, qu'est-ce qui motive ta candidature? Alors, ma candidature, voilà, était motivée justement par tout ce qui est politique auprès des citoyens du peuple français. Et il devrait effectivement, ces politiques devraient servir le peuple et non le contraire. Et ces partis politiques là ont des fonctionnements qui sont verticaux et pyramidaux. Et si vous regardez notre lot, qui est effectivement donc une pyramide inversée, avec effectivement donc où les citoyens, où le peuple a la parole et qui donne effectivement directement leur volonté, leur desiderata aux politiques, pour servir véritablement le peuple. Donc il y a beaucoup de choses à remettre à l'endroit. Et aussi ce qui a motivé ma candidature, c'est est-ce qu'il existe encore en France des contre-pouvoirs au service des Français, comme par exemple l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Pour moi, ils ont été relégués à des chambres d'enregistrement. Voilà, des magnétophones, si vous préférez, pour employer un terme nostalgique. Et puis aussi, donc, de nombreux scandales qui se font légion au sein de différents outils de l'État et qui existent pour défendre les intérêts des Français et bien sûr non l'oligarchie mondialiste occidentale, sans valeur et patrie, parce qu'eux, ils n'ont aucune valeur, ni bien sûr la patrie. Et par contre, ils ont une valeur, ils sont vraiment au service du marché. Ça, c'est clair, et là, on l'a bien vu. Il suffit de regarder un petit peu leur valorisation et on comprend tout. Et surtout, depuis ce dernier candidat, de ce dernier quinquennat, excusez-moi, ça s'est accéléré, avec tout ce qui est liberté, les pertes de liberté d'expression individuelle et commune. Et j'ai des exemples qui sont effectivement, qui peuvent peut-être vous surprendre, des exemples à l'étranger ou des pays que je connais, qui sont l'Arménie et un pays frontalier qui s'appelle l'Iran aussi. Donc, et j'ai vu les différences de curseurs de liberté. La France, il y a 30-40 ans, la liberté était importante. Et là, on la voit se réduire. Mais par contre, dans ces pays qui se développent de plus en plus, la liberté et le droit de s'exprimer aussi augmente. Et c'est triste de voir dans quel état, effectivement, la France est, et puis les Français aussi deviennent de plus en plus malheureux. Et il faut tout faire pour leur redonner le sourire, et puis aussi donc qu'ils puissent effectivement s'épanouir. Et justement, avec Gouvernance Partagée France, et donc on a à plusieurs, donc nous avons effectivement mis des outils en place, donc ça je pourrais revenir tout à l'heure.
Mais ce qui m'a aussi encore motivé, c'est tout ce qui est effectivement donc des outils de contrôle quasi permanents qui ont été mis en place par l'État français, qui est l'état d'urgence permanent. Et puis je crois que Jean-Pierre en a parlé aussi tout à l'heure, le conseil de défense ou les conseils scientifiques en toute opacité, donc, et qui n'ont aucune publication auprès du peuple français. Ainsi, bien sûr, que la discrimination et la ségrégation avec les tours de passe-passe qu'ils nous ont fait, là, le passe sanitaire et passe vaccinal. Et puis, n'oublions pas aussi une date importante, depuis le 15 septembre 2021, il y a environ 30 000 personnes en France faisant partie des personnels soignants, des pompiers, des gendarmes, tout ce qui est aussi médico-social, et puis bien sûr des gens qui travaillent dans l'EHPAD, au service de nos anciens. Et ça, c'est très important dans les pays que vous avez cités tout à l'heure aussi, en Orient, là. Eh ben, ils sont suspendus, sans ressources financières, dans l'impossibilité de toucher des allocations de chômage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas souhaité s'inoculer une injection expérimentale américaine. Alors, comment on peut faire pour que le peuple français puisse pleinement retrouver sa souveraineté, ainsi que tous les outils de l'État français soient au service des Français, et pas le contraire? Alors, pourquoi ne pas s'essayer à la démocratie directe, au lieu de la démocratie participative, comme ils essaient de noyer le poisson? Et puis de responsabiliser les Français, les considérer comme des adultes et non comme des enfants. Leur faire découvrir un autre mode de fonctionnement. Voilà. Avec une mise en place de gouvernance partagée par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Voilà, c'est d'aller vers une orientation effectivement nouvelle pour avoir un pouvoir aussi bien sûr apartisan. Et bien sûr, chaque Français peut apporter sa pierre à l'édifice avec leurs différentes compétences et savoir-faire, parce qu'il y en a énormément en France. Voilà. Et cette gouvernance partagée est à construire ensemble sur les bases des outils dont nous disposons déjà. Alors, il y a différents outils que je peux vous citer. Certains les connaissent ou les ont déjà pratiqués, comme les chapeaux de Bono, ou la communication non violente, ou l'élection sans candidat, ou la sociocratie, comme tout à l'heure a parlé Jean-Pierre. Et donc, grâce à ces méthodes et outils avant-gardistes, eh ben, on essaiera effectivement d'avancer le plus possible, et puis aussi bien sûr que tout le monde soit ensemble et qu'il ne soit pas mis sur le côté et qu'il n'y ait pas de frustration. Ça, c'est un point important. Et quels sont les engagements aussi, parce que tu parlais tout à l'heure aussi, donc à Akina, donc si on était candidat. Bon, nous d'être candidats, c'est surtout faire la promotion des outils, que les Français et les Françaises se les approprient, ces outils, pour qu'ils se portent mieux. C'est surtout ça, faire la promotion donc de ces outils. Alors, et puis surtout, quand il y a une multitude de politiciens, de partis politiques qui proposent des programmes, mais derrière, qui peut prétendre savoir mieux que les citoyens ce qui est bon pour eux? Voilà. Et quel est le sens des promesses aussi formulées à la place des citoyens eux-mêmes et sans garantie pour eux de leur mise en œuvre réelle, et avant même de leur avoir redonné la parole et surtout le pouvoir. Et donc, en utilisant des outils de gouvernance partagée, par exemple lors de réunions, voilà, des citoyens ils peuvent être aidés par les chapeaux de Bono pour que ces réunions soient constructives et efficientes et qu'il n'y ait pas de frustration auprès des participants. C'est vrai que dans la tête des Français, et souvent et à juste titre, il est vrai que dans 65 cas à peu près environ des Français, ils estiment qu'une réunion sur deux ne sert à rien. Ils ont raison. Mais si on a de bons outils pour avancer sur différents thèmes, comme souvent sont évoqués, je pense qu'ils peuvent les résoudre en utilisant ces bons outils. Comme par exemple le pouvoir d'achat, l'écologie, l'emploi, la santé ou autre. Eux-mêmes, ils peuvent résoudre avec l'intelligence collective.
Et donc, il y aurait donc un audit. Il y en a tout à l'heure qui ont parlé de consultation citoyenne. Moi, j'emploie le terme effectivement audit, mais uniquement que de citoyens qui seraient effectivement volontaires, compétents et efficients. C'est eux qui feraient. C'est pas un cabinet de conseil, hein, non, non. Ça serait directement les citoyens, eux. Voilà, entre eux. Et avec des outils, comme je disais tout à l'heure, les chapeaux de Bono, on peut aussi intégrer après la communication non violente. Elle peut être utilisée aussi et appliquée au fur et à mesure que nous avançons ensemble sur les projets. Et après, donc d'autres outils comme la gestion du consentement. Et pour être dans le consensus et non dans le compromis, parce que souvent on parle de compromis, mais rarement de consensus. Voilà. Au printemps, de quoi rêves-tu? De quoi rêves-tu? Et donc, les 3 questions. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré? Comment on peut te soutenir? Et quels sont quelques éléments que tu pourrais partager pour permettre, que vous pourriez partager pour permettre à d'autres, plus tard, d'éviter certains écueils? Au printemps, de quoi rêves-tu? De quoi rêves-tu? On continue avec toi, Vartan, je t'en prie, pour cette dernière triple question. Voilà, pas trop long, s'il te plaît, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, effectivement, bon, moi, ce qui m'a vraiment donc fait agir, hein, et puis bon, les personnes aussi qui m'ont marqué et qui marquent, c'est déjà quand au moment en 2020, personne nous a dit que nous étions en guerre 7 fois. Voilà. Et ça fait peur à ma femme. Et j'étais pas du tout content qu'on fasse peur comme ça à ma femme. Et surtout qu'elle, en plus, elle vient d'un pays où elle a fui la guerre. Elle a fui la guerre et le totalitarisme. Et là, elle s'est crue se retrouver en noir et blanc. Au moment de elle venait d'Iran, donc de la révolution islamique en noir et blanc. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? On m'interdit de sortir, on faut sortir à telle heure, faut tout ça. Ça a été choquant. Ça a été choquant et voilà. Donc c'est ce qui m'a aussi motivé. C'est ma femme essentiellement. Et surtout, bon, bah, pour les personnes effectivement qui m'inspirent, je pense qu'il y en a certains déjà qui ont été cités, mais bon, des personnes effectivement, moi, qui m'inspirent au niveau et qui interviennent actuellement de nos jours, comme par exemple les personnes comme Valérie Bugeaud, Pierre Hillard, Farida Belgoul, toutes ces personnes sont intéressantes aussi à suivre, aussi à prendre des outils qu'elles fournissent et comment ces personnes travaillent aussi. Et surtout bien sûr, ce qui s'est passé là depuis 2020, là, ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui m'a véritablement choqué, et puis aussi déjà depuis, mais déjà Jean-Pierre en a parlé, Pascal aussi, en 2005, déjà 5, et ce qui s'est passé aussi après ensuite, le traité de Lisbonne en 2008. Il faut peut-être se poser des questions. Est-ce que les politiques qui ont été en place, est-ce légitimes? Parce que les Français déjà avaient voté non à 55% et ont été bafoués. Et là, il faut se poser la question, est-ce que ce sont des usurpateurs? Voilà. Donc c'est ça aussi qui me motive aussi, hein, d'avoir franchi le pas en politique. Puis déjà, bon, l'année dernière avec Union Essentielle au régional, et puis d'avoir rencontré des personnes qui nous ressemblent, et qui veulent aussi aller de l'avant. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'autre question, c'était quoi, Akina? Comment on peut t'aider et une ou deux épreuves que tu as pu rencontrer dans ta candidature? Voilà. Comment effectivement donc on peut t'aider? Bah, nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde s'approprie les outils, les outils que l'on présente. Voilà. Et donc les personnes peuvent nous rejoindre donc à gouvernance partagée France.org.
et pour que l'on puisse aussi avancer ensemble, bien sûr. Et je reviens sur les élections. Alors, les élections, peut-être je vais en faire sourire certaines. On peut peut-être nous appeler, tout à l'heure j'ai employé le terme, on est des artisans de la politique. Peut-être d'autres vont nous dire, ils sont les wish de la politique, pour employer un terme un petit peu humoristique. Nous, on a souhaité effectivement, on a été au minima avec gouvernance partagée France. C'est vrai que ce que disait tout à l'heure Sophie, ça demande toute une logistique au niveau des bulletins de vote, au niveau, ça j'avais connu ça avec, on avait fait un mix déjà à l'époque Union Essentielle Occitanie, de faire une partie des bulletins de vote qu'on pouvait distribuer directement en mairie et d'autres à charger, que les personnes directement téléchargeaient sur le site. Nous, au sein de Gouvernance Partagée France, on a limité les personnes qui souhaitent effectivement voter pour Gouvernance Partagée France et nous rejoindre, téléchargent le bulletin de vote. Voilà, donc écologique. Donc voilà comment si les personnes effectivement veulent nous rejoindre, nous encourager. Voilà. Je pense que là, j'ai. Super. Merci beaucoup, Vartan. Hein. Printemps, de quoi rêves-tu? De quoi rêves-tu? Donc, première question, qui sont les personnes qui ont inspiré ton engagement. Alors, très franchement, moi, je suis plutôt un grand lecteur, donc il y a beaucoup de personnes dans la vie qui m'inspirent. Par contre, si on se focalise sur ce qui s'est passé, le 12 juillet, là, vous vous rappelez, lors de la fameuse allocution de Macron sur le pass sanitaire, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais assis dans le fauteuil, j'ai pris un grand coup de pied au cul, je me suis réveillé et je me suis retrouvé tout droit. Et j'avais comme source d'inspiration pour me lever mes enfants, ma petite fille, ma femme, mes proches, voilà. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, on peut pas laisser faire les choses comme ça. Alors, donc après, par contre, sur le chemin qui nous a accompagnés depuis ces 2 dernières années, il y a quelques auteurs, intervenants remarquables que je suis de près. Vartan, on est très proche avec Vartan, donc je vais répéter quelques-uns qu'il a cités comme Pierre Hillard ou Marion Sigaud, qui donnent une analyse historique remarquable de la longue manipulation des peuples, qui pour eux remonte jusqu'à la Révolution, pour remettre les choses à leur place. Valérie Bugeaud, on en a parlé à plusieurs reprises, qui parle de la prédominance du droit maritime au profit du néolibéralisme contre le droit continental. Donc ça, c'est très intéressant à lire pour ceux qui nous écoutent. Et la dernière, qui est un peu mon égérie, c'est Ariane Billerand, qui a une analyse incroyable sur la psychopathologie du pouvoir et qui nous démontre malheureusement que nous ne pouvons attendre ni de cadeaux, ni de trêve dans cette dérive totalitaire que nous vivons. Donc, il ne faut pas relâcher la lutte, comme on dit. Donc ça, voilà. Ensuite, alors, deuxième partie de la question pour faire vite, comment ceux qui nous écoutent peuvent me soutenir? Alors, c'est plutôt soutenir la démarche. Nous sommes impartisans et en plus, on est assez impersonnel puisqu'on veut mettre, comme ça a été dit à plusieurs reprises, les citoyens au centre des démarches. Donc, nous, on envisage de monter des formations citoyennes sur ces outils, les méthodes qu'on a à peine évoquées ce soir. Et donc, ça va être notre action post-élection que d'essayer de lancer des travaux également par cercle sur des branches professionnelles pour les améliorations à apporter au pays par chaque branche professionnelle au sens large, on pourrait mettre des retraités dedans. Lancer une réflexion citoyenne nationale aussi sur la réforme du pays et ses institutions, c'est vraiment les 3 grands sujets qui nous intéressent. Pour ce faire, avec nos petits bras, on ne va pas réussir. Donc, il est important qu'on se coordonne, je pense, avec d'autres mouvements citoyens pour mobiliser l'ensemble des Français ou le plus possible de Français. Voilà. Et donc, ce qu'on peut attendre de ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils soient sensibles à toutes ces idées
qu'ils peuvent se reprendre en main, reprendre leur avenir en main, et qu'il sera bienvenu qu'ils participent à tous ces événements, à la fois pour se former et pour contribuer finalement à toutes ces grandes réflexions. Alors, il me reste les éléments à partager sur la petite expérience politique là, que nous venons de vivre. Alors, premier point, moi, quand même important, je pense que ça n'a pas été dit, donc je le rajoute, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Hein. Donc, rappeler qu'en tant que candidat sans étiquette, nous n'avons pas un accès obligatoire aux médias mainstream, alors que dès qu'on est tagué parti politique, on a un accès. Donc là, déjà, il faudra qu'un jour, on m'explique pourquoi il y a cette... Enfin, j'ai mes idées, mais c'est quand même un peu fort de café. Ça, il vous l'explique le jour où vous allez remettre votre candidature. Ensuite, deuxième surprise, là, carrément, ça a valu un échange avec beaucoup de sourires. Ils m'ont dit, bon, c'est une invention de Darmanin, voilà un nuancier politique, où est-ce que vous vous positionnez là-dessus? Et donc, on a d'un côté l'extrême gauche et de l'autre côté l'extrême droite. C'est un peu comme un nuancier de couleur, il faut donner sa couleur. J'ai dit, mais moi je suis partout, puisque je travaille avec tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, leurs idéologies. Et pendant 10 minutes, on a cherché avec ces pauvres fonctionnaires où ils pouvaient nous mettre. Alors, on a trouvé un malheureux truc qui s'appelait divers centres, sans étiquette. Et ils ont dit, bon, si ça vous dérange pas, on vous met là. Voilà. Vous voyez comment on est positionné en tant que mouvement citoyen, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Et dernier point, je reviens sur l'élection, la partie financière, Vartan en a parlé, donc on n'a pas les moyens, hein, très franchement, donc on a réduit au maximum les coûts. De toute façon, nous, on n'est pas là pour se faire élire, on est là pour dire que, pour un peu réveiller, si je puis utiliser cette expression, ou en tout cas sensibiliser à minima les Français non, il y a aussi plein de bonnes idées qu'on pourrait mettre à l'œuvre. Et donc, ça ne nous coûte pas beaucoup. Donc, on peut très bien, ça nous coûte 100 € chacun pour les affiches. Voilà. Et donc, on s'est débrouillé ensuite avec des téléchargements. On a mis des QR codes partout. Donc, les gens qui veulent voter pour nous, c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Ils peuvent le faire. Ils prennent le QR code. Ils vont sur notre site. Ils téléchargent le bulletin de vote et ils découpent. Voilà. Bon, enfin, je finis par des pratico-pratiques, mais bon, juste pour expliquer que ça ne nous a pas empêché d'y aller, de montrer qu'on existait. Déjà, ça nous fait beaucoup de bien à nous, à tous les gens qui nous entourent et avec qui on réfléchit. Et j'espère que ça fera naître quelques vocations. Voilà. Et ainsi, la vie sera plus belle. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et je pense que c'est déjà le cas. Cette soirée a réchauffé les cœurs, donne de l'espoir. Et d'ailleurs, juste pour mettre à l'honneur qui était présente, hein, Christophe, félicitations pour vos engagements, semons nos graines. Voilà. Ensuite, c'est merci de votre présence, merci aux candidats citoyens. Nous aussi, on vous aime, ça fait plaisir de vous entendre. Voilà, donc on se nourrit les uns les autres, on apprend ensemble, on grandit ensemble, on devient des acteurs de la cité et plus des enfants politiques, on devient des adultes politiques, comme aime bien le dire Étienne Chouard. Merci beaucoup à vous tous d'avoir pris ce temps-là. Merci vraiment, Jean-Pierre, pour cet engagement, pour cette soirée partagée. Merci Sophie, merci Christophe. Merci Éléonore, merci Vartan, merci Païen qui agissent, qui font pas que se plaindre. C'est trop facile de se plaindre aujourd'hui. On a aussi en partie, c'est pas que on n'est pas les seuls responsables, on a aussi en partie la société, la démocratie, les médias qu'on mérite. Et donc c'est à nous de nous donner les moyens de construire le monde qu'on a envie. Voilà, donc merci d'être des exemples et d'essayer de donner merci de donner ce que vous donnez pour pouvoir essayer de construire un monde qui vous correspond. Voilà, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur sur le Front médiatique, cet engagement citoyen et combattre la résignation avec, au contraire, la transformer en action avec tous les moyens qui sont possibles, très nombreux, très divers et variés aujourd'hui pour agir. Très belle soirée à la communauté. Merci à vous tous et à très vite sur le Front médiatique. Demain, on a d'autres candidats de Convergence RIC. Voilà, donc on se retrouve dès demain ou vendredi en podcast. Belle soirée. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez pour dire au revoir à tout le monde. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonsoir à tout le monde. Allez, bon courage à tous. On lâche rien. Et allez voter. Allez voter. Merci beaucoup. Belle soirée. C'était nous tous sur le Front médiatique.
Yo. C'est la gouvernance partagée, c'est la gouvernance partagée, c'est la gouvernance partagée, gouvernance partagée, c'est la gouvernance partagée, gouvernance partagée, c'est la gouvernance partagée, 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 gouvernance partagée, attachée à l'importance des voix citoyennes de France qui pensent. Gouvernance partagée, fini toutes ces magouilles, fini ces manigances, on n'a plus confiance, méfiance. Gouvernance partagée, c'est le peuple qui va décider, démocratie directe, fini les retournements de veste. Gouvernance partagée, prônez valeurs bafouées, quitte à faire tomber des têtes, t'inquiète on va dénoncer. Gouvernance partagée, dénonce toutes ces lois, voilées, violées, achetées sans aucune humilité. Gouvernance partagée, dénonce crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. C'est la gouvernance partagée, c'est la gouvernance partagée, c'est la gouvernance partagée, c'est la gouvernance partagée, gouvernance partagée, c'est la gouvernance partagée, 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 gouvernance partagée, partagée.